Ce qui me paraît assez central, c'est bisbilles entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. On était déjà habitués à ça avec M. Darmanin et M. Dupond-Moretti. Je me rappelle aussi l'époque Valls-Taubira. Mais là, ça éclate au grand jour et on est le deuxième jour. Hein, voilà, c'est compliqué. On va écouter cette passe d'armes à distance entre les deux hommes, Bruno Retailleau ce matin chez nous et Didier Migaud cet après-midi dans un centre pénitentiaire. Écoutez. Bien sûr, la justice est indépendante. J'estime que sur la justice des mineurs, on ne peut plus rester de cette façon-là. On ne peut pas, moi, me demander d'envoyer mes policiers, mes gendarmes en première ligne. Ils risquent parfois leur vie sans qu'il y ait des sanctions qui soient fermes. Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé. En 2023, donc il faudra que je puisse contribuer à l'information de mon collègue et puis que nous puissions avoir des échanges à ce sujet, des échanges constructifs. Effectivement, nous pouvons avoir des points de départ différents et puis des points d'arrivée qui, je l'espère, se rapprocheront. Voilà, vous avez noté le ton suffisant. Il faudra que je contribue à l'information de mon collègue. Non mais sérieusement, ces gens-là travaillent ensemble, les rectorats. Mais comment on va faire? J'ai adoré le bandeau tout à l'heure sur CNews. Je regardais, c'était à propos des deux, là, Migaud et le nouveau ministre de l'Intérieur, et Retailleau, c'était duo ou duel. Là, c'est très clairement un duel. Mais si vous voulez, ce qui me frappe, vous avez raison, Laurence, il y a une espèce de suffisance, d'arrogance de la gauche qui sait tout, qui comprend tout, qui va expliquer à ceux qui ne sont rien, descendants, vous voyez... Et Didier Migaud, me semble-t-il, vous voyez, autant, bon, il faudra juger ce que va faire Retailleau sur pièce, mais je veux dire, il a un discours, ce matin, je l'ai écouté chez Sonia Mabrouk. Là, on vient de l'entendre sur CNews, à l'instant. Bon. Mais alors, cette espèce, oui, de suffisance, puis il devrait se rendre compte d'une chose, le garde des Sceaux, puisqu'il donne des leçons aux autres, c'est que parmi les peines qui sont prononcées, tous ne vont pas en prison comme on le... C'est le deuxième volet, c'est le taux d'exécution des peines. Mais moi, c'était le ton qui m'a choqué. Voilà, franchement, cette gauche sûre d'elle-même et dominatrice, vous voyez, oui, je ne sais pas si c'est l'apanage de la gauche d'être présent. Mais si, d'accord avec vous. Mais je trouve que ce n'est pas l'apanage de la gauche. Mais là, ce petit ton de l'extrême méprisant en disant je vais contribuer au niveau d'information de mon collègue. Oui, mais on dit pas ça. On n'est pas en classe de récréation. Non, mais ne soyez pas obsédés par la gauche, parce qu'en fait, ça ne sert pas votre propos. En fait, moi, je suis d'accord avec vous sur cette forme, cette suffisance, sur le fait qu'on avait normalement la promesse que ce serait un gouvernement qui allait travailler ensemble pour répondre aux enjeux des Français au niveau national, au niveau international. Et là, dès le deuxième jour, eh bien, c'est une bataille d'ego, comme si finalement ils étaient sur Twitter. Mais un gouvernement, c'est pas Twitter. C'est-à-dire que vous devez travailler main dans la main. La première des exigences, la première chose que l'on attend, c'est que vous puissiez, même si vous n'êtes pas d'accord, montrer le modèle qu'est la démocratie. Alexandre. Moi, je pense que c'est pas la gauche. Je vais essentialiser aussi, mais je pense que c'est l'extrême centre. Mais ça a été théorisé par l'extrême centre lui-même, en fait. C'est pour ça que j'essentialise personne. Ils se sont autoproclamés cercle de la raison, le centre-gauche et le centre-droit. C'est des grands technocrates qui pensent, voilà, parce qu'ils ont eu l'ENA, qui pensent tout savoir sur la réalité française. Et c'est cette arrogance-là qu'on retrouve là. Et c'est pas un hasard si elle se dirige contre Bruno Retailleau, parce qu'il fait pas partie de cette famille politique. C'est un conservateur, donc il est regardé avec mépris comme quelqu'un qui serait un archaïque, qui ne comprend rien à rien. En tout cas, ça laisse augurer effectivement des difficultés de pouvoir redresser le pays. Mais la faute aussi incombe et au président de la République et au Premier ministre, puisque on a fait le constat, vous avez commencé par là, que Dupond-Moretti et Darmanin, ce n'était pas cohérent. Donc il fallait mettre un binôme cohérent. On a poursuivi le en même temps. C'est ça la réalité de ce gouvernement, et ça nous saute aux yeux en fait dès les premiers jours. Bien sûr, et aux oreilles surtout. Sabrina. Alors c'est très caractéristique d'une époque où le narcissisme a remplacé l'humilité et la courtoisie. Pour la première des choses, d'ailleurs, on l'a vu lors de la passation de pouvoir avec l'inventaire des parents, des grands-parents, de la famille, des citations, etc. On va le faire tout à l'heure. En escamotant complètement le projet, la vision et l'action politique qui sera menée par... On parle de tout sauf de la France. Absolument, et exactement, pour nommer la France. Tout à fait, Laurence. Et la seconde des choses, c'est que cet air qu'on pourrait qualifier de condescendant vis-à-vis du ministre de l'Intérieur, en l'appelant mon collègue, et en plus en lui portant défaut, puisque visiblement, il lui demanderait des comptes, là, en l'espèce, c'est non seulement caractéristique du désaveu du ministre de l'Intérieur, mais également du souhait exprimé par Michel Barnier, qui avait très bien exprimé l'idée du refus du sectarisme
et encore une fois du travailler dans le respect. Et on voit là, quelques jours après la nomination de ce gouvernement, que les premières marques d'irrespect se voient déjà à travers les interventions. On a en ligne notre ami Rudi Mana, qui est policier. Bonsoir Rudi. On va vous donner la parole dans un instant sur autre chose, sur le dépôt de plainte qu'a annoncé M. Retailleau concernant un de vos collègues, la réaction de M. Raphaël Arnaud sur les policiers. Qu'est-ce que vous pensez là de ce petit échange qu'on vient d'entendre avec le garde des Sceaux qui dit « Ah, mais je vais contribuer au niveau d'information de mon collègue ». Écoutez, moi, vous savez, j'ai l'impression qu'ils jouent tous les deux aux fléchettes. Il y en a un qui a mis en plein milieu de la cible, c'est le ministre de l'Intérieur, parce qu'il a dit des choses que les policiers veulent entendre et que le peuple de France veut entendre. Et puis le second, c'est le garde des Sceaux. Pour l'instant, il a manqué la cible. Donc j'espère qu'ils vont réussir à mettre tous les deux dans la cible en même temps, parce que quand on est un citoyen français et quand on est d'autant plus un policier ou un gendarme français, on a besoin que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur mettent tous les deux la fléchette en même temps dans la cible. Parce que s'ils commencent à dire des choses au bout de 24 heures qui ne correspondent pas les uns avec les autres, il est évident que déjà que c'est compliqué la situation, on n'est pas prêt de s'en sortir. Oui, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. La méthode Retailleau, elle est évidemment faite de fermeté, d'autorité, on l'a dit avec Éric. Restez avec nous, Rodi, on va juste voir le sujet de Maxime Leguet, et puis je vais vous faire réagir après sur ce que veut faire le ministre de l'Intérieur. Il en a fait l'une des conditions sine qua non du rétablissement de l'ordre en France, la régulation drastique des flux migratoires. Devant l'ampleur de la tâche, le nouveau ministre de l'Intérieur affiche sa détermination. Ma volonté, elle sera inflexible. Je serai intraitable. J'ai une feuille de route que le Premier ministre m'a donnée. C'est l'efficacité, c'est le rétablissement de l'ordre. Les Français, d'ailleurs, nous ont donné leur feuille de route. Il faut entendre le message qu'ils nous ont envoyé au premier tour des législatives. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Plus de sécurité, moins d'immigration. Pour ce faire, le nouveau locataire de Beauvau veut améliorer le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français, actuellement en dessous des 10%. Je ne raconterai pas d'histoire aux Français. Je vais me mobiliser et on va augmenter considérablement, vraiment ça c'est un engagement, le taux d'exécution des OQTF. Bruno Retailleau souhaite également s'attaquer au réseau de passeurs qui font traverser les migrants pour rejoindre l'Europe et particulièrement la France. En déplacement au commissariat de la Courneuve hier soir, il est revenu sur le sujet. Soit on délègue aux passeurs notre politique migratoire, ou soit on reprend le contrôle de la politique migratoire. Moi je suis pour la souveraineté. Le ministre de l'Intérieur s'est également dit favorable au rétablissement du délit de séjour irrégulier, délit qui avait été supprimé sous le quinquennat de François Hollande. Louis Dragnel, on assiste, on vient d'entendre la méthode Retailleau, fermeté, autorité, reprise du contrôle des flux migratoires. Et puis en face de lui, il y a Didier Migaud qui lui dit je vais informer mon collègue, parce qu'il visiblement il n'a pas ses fiches à jour. Et puis surtout, il parle du taux d'exécution des peines. On reviendra sur le côté de l'immigration, le sujet de l'immigration. Le taux d'exécution des peines n'a jamais été aussi élevé dans notre pays. Vrai. Alors en fait, les vrai. deux... Oui. En fait, les deux ont raison et parlent de deux choses différentes. Vous avez Bruno Retailleau qui déplore le fait que le taux d'exécution ou des peines, oui, est très élevé. Mais comment sont-elles exécutées ? C'est ça la question. Et ensuite, c'est la difficulté qui est soulevée par Bruno Retailleau, c'est que souvent, la justice prononce une peine et ensuite, il y a le juge d'application des peines qui transforme cette peine et qui vous êtes condamné à une peine de X années de prison et vous êtes en fait condamné à vivre ces années de prison sous bracelet électronique chez vous. Vous êtes condamné à effectuer des travaux d'intérêt général. Vous êtes condamné, voilà. Et il y a une palette un peu sans fin. Et quand Bruno Retailleau dénonce le laxisme de la justice, en réalité, il ne dénonce pas en soi la peine qui a été requise, il ne prononce même pas la peine, il ne dénonce pas la peine qui a été prononcée, mais à chaque fois, c'est la manière avec laquelle cette peine est exécutée. Et ce qui est vrai, c'est que très souvent, dans beaucoup de faits divers ou de faits de société qu'on est amené à expliquer, documenter, décrypter sur nos plateaux, et on se rend compte que les peines sont exécutées de manière différente. Avec bracelet électronique. Et donc, de l'autre côté, vous avez un Didier Migaud qui essaye de montrer qu'il est un peu droit dans ses bottes et qui va défendre l'institution judiciaire, et parce qu'il a un besoin, il essaye d'envoyer des gages à l'administration qu'il dirige, et il essaye d'expliquer, en fait, la justice condamne, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Ensuite, il y a un second sujet, j'ai vraiment terminé là-dessus. Allez-y, ensuite, quel Louis. type de peine ? Non mais
C'est-à-dire que vous avez la manière avec laquelle la peine est appliquée, et puis il y a quel type de peine. C'est-à-dire que vous pouvez condamner des gens de manière systématique, mais si ce sont des peines extrêmement faibles, eh bien, ça soulève la question du sens de la peine. Voilà, il y a l'effectivité de la peine et il y a le sens de la peine. Et là-dessus s'opposent deux visions politiques qui, objectivement, sont antagonistes. Vous avez une vision de droite, celle portée par Bruno Retailleau, qui donc dénonce ce laxisme. Et vous avez Didier Migaud qui dit moi j'ai les statistiques, regardez, on fait bien notre travail. Tout va bien, Éric Revel, là. Ouais, tout va bien, c'est très clair ce qu'a dit Louis de Non, mais attendez, c'est quand même juste hallucinant parce que Béatrice Brugère. Elle viendra tout à l'heure à 18h15. Alors, elle viendra tout à l'heure. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'elle opère un distinguo qui me semble limpide entre la justice légale, celle du ministre de la Justice, et puis la justice légitime, c'est-à-dire celle que les Français, qui ne comprennent pas toujours la justice légale, aimeraient voir s'appliquer. Et là, il y a un décalage mais énorme. Donc si un homme politique comme M. Migaud, mais il a plutôt été à la Cour des comptes, à la présidence de la Haute Autorité de Transparence, peut-être qu'il a oublié un peu de faire de politique, même s'il était député PS, s'il n'arrive pas à saisir ce distinguo entre les deux, je crains que le gap entre ce que dit le ministre de l'Intérieur et ce que dit le ministre de la Justice risque de s'accroître fortement. Rachel, je suis d'accord sur la distinction entre la justice et la justesse au fond. Mais là, j'ai l'impression que par rapport à M. Migaud, c'est peut-être aussi une question de notoriété. Il n'est pas vraiment connu, ce ministre. Il était avant au sein des institutions, de la haute administration. Et là, il y a une quête. On sent qu'il y a une forme de quête à vouloir être un peu connu. Donc, il va sortir des choses qui ne font pas partie du discours général. Qui dissonne un petit peu pour un peu se faire remarquer. Ma chère Rachel, vous n'avez pas aimé tout à l'heure l'attaque que j'ai faite sur la gauche. On va se retrouver sur une intersection assez commune. C'est que la mort de ces hauts fonctionnaires donneurs de leçons. Vous voyez, cette mort, alors je ne parle pas seulement des énarques, mais de toute la haute administration, qui d'ailleurs... Les petits hommes gris. Qui d'ailleurs se succèdent à elle-même quand les ministres changent, et qui ont mené la France dans le mur. Cette mort-là est devenue intolérable. Alors, mon ami Alexandre Devecchio veut parler. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord sur la mort des hauts fonctionnaires. Je crois que c'est le cas, et ça a été le cas beaucoup. La Macronie a beaucoup fonctionné comme ça, avec en fait des politiques qui ne sont pas élus, même s'il a été effectivement député, qui sont loin de la réalité du terrain et qui pensent, parce qu'ils connaissent la réalité des comptes publics, ils ont une très grande connaissance technique des dossiers, ils pensent qu'ils connaissent la réalité des Français, ils en sont souvent coupés. Je pense qu'on va juger sur pièce, mais Didier Migaud s'inscrit totalement dans cette logique-là, et en plus... il va peut-être essayer aussi quand même de donner des gages à la gauche, puisqu'il vient lointainement de la gauche et il ne voudra pas apparaître comme un homme de droite. Il a quitté le Parti Socialiste il y a longtemps. Il y a longtemps, mais tout de même, s'il peut se donner une bonne conscience, il le fera. Donc tout ça est incohérent, mais il ne fallait pas le nommer,